Claire Lavédrine, assumer son autorité et motiver sa classe. Technique vocale, corporelle et verbale pour entraîner, captiver et transmettre. Préambule. Les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même. Jiddu Krishnamurti. Un savant n'est pas nécessairement un bon professeur, de même qu'un bon professeur n'est pas nécessairement un grand savant. Alors, qu'est-ce qu'un bon professeur, me direz-vous? Un excellent communicateur, pardonnez-moi le néologisme, suis-je tenté de répondre. Car enseigner implique de créer un univers relationnel favorable aux apprentissages, engageant et stimulant. Un bon professeur sait se faire comprendre. Un bon professeur donne envie d'écouter, intéresse, voire passionne ses élèves. Un bon professeur stimule, invite à l'action, au travail et à l'évolution. Un bon professeur est donc celui qui sait créer un environnement propice à la transmission. Voilà pourquoi on ne peut enseigner en faisant abstraction de la qualité des échanges humains. On ne peut enseigner sans savoir communiquer. Et qu'on le veuille ou non, nous communiquons. On ne peut pas ne pas communiquer, lançait Paul Václavic. La manière de vous déplacer au sein de la classe, de vous asseoir ou de rester debout, le son de votre voix, votre gestuelle ou votre attitude de manière générale, y compris la façon de vous habiller, en dit long sur vous et communique un message à vos élèves et à votre entourage tout entier, avant même que vous ayez ouvert la bouche. Alors comment communiquer de manière efficace en tant qu'enseignant ou formateur pour se faire comprendre, se faire respecter, pour transmettre un savoir et donner envie d'eux? C'est ce que je vous propose de découvrir ici. Mettre en place une communication efficace n'est pas une utopie. Cela s'apprend. Et ces outils vous seront utiles non seulement face à vos élèves, mais aussi sur un plan plus personnel. Cependant, cet ouvrage n'a pas pour but de détailler les innombrables techniques de communication et d'influence, même s'il en aborde de nombreuses, mais de fournir une approche différente du métier d'enseignant en tant que communicant. Car c'est le seul réel pouvoir dont vous disposez. Vous pouvez agir sur la teneur de la dimension relationnelle, condition sine qua non de tout apprentissage. Et cet aspect de votre métier ne dépend que de vous, à l'inverse des contingences matérielles, administratives ou des directives ministérielles. Plutôt que de longues théories, vous trouverez donc des conseils pratiques et des exemples précis issus de mon expérience. Car cette approche est le fruit de longues années de recherche, de tests et d'observations, résultant de mon vécu en tant qu'enseignante. Mais elle est aussi le résultat d'un savoir accumulé dans des domaines aussi divers que l'hypnose ericksonienne, la linguistique, la sophrologie, la psychologie et les neurosciences, pour lesquelles je me passionne depuis plus de 20 ans. Cependant, j'ai choisi volontairement de simplifier mon discours et d'éviter, lorsque cela était possible, certains termes trop spécifiques. Mon métier est de rendre accessible un savoir ou des idées complexes au plus grand nombre par l'utilisation d'un langage simple. Le jargon universitaire, pardonnez-moi l'expression, est trop souvent une barrière dans la communication pour les non-spécialistes. Et le fondement même de ma profession et de mes convictions reste l'enseignement pour tous. Oui, nous pouvons exprimer des concepts complexes par l'utilisation de phrases simples, sans qu'ils en soient pour autant amoindris. Et non, de petites idées transmises par un langage complexe et référencé ne s'en trouvent pas pour autant grandies. Quoique, le voile de fumée d'un langage suffisamment nébuleux autour de concepts plus ou moins bancals donne parfois l'impression à l'auditeur d'être un ignorant. De là à se sentir moins intelligent que l'auteur d'un tel discours, il n'y a qu'un pas. Et c'est d'ailleurs une technique de manipulation répandue, mais non les outils d'une communication efficace. Enfin, pour des spécialistes, il pourra sembler que j'enfonce les portes déjà bien ouvertes de la psychologie et de la communication, car les techniques présentées ici ne sont pas nouvelles et ont largement été prouvées dans des domaines tels que le marketing ou le développement personnel, entre autres. Cependant, si ces dernières sont répandues dans le monde de l'entreprise, avec le développement du leadership ou du coaching notamment, elles sont assez étrangères au milieu éducatif. Ce qui n'est pas nouveau pour les uns l'est donc dramatiquement pour les autres. Car on peut sérieusement s'interroger sur ce que l'ensemble des enseignants, voire du grand public, connaît en matière de psychologie humaine ou de communication. Ainsi, pour ne citer que cet exemple suite à un sondage récent effectué sur 72 enseignants, j'ai pu constater que 55 ne connaissent pas la PNL, 13 ont déjà entendu ce terme mais ne sauraient pas expliquer ce que c'est, seuls 4 savent ce que signifie ce terme et aucun d'entre eux ne pouvait citer une technique de PNL. Le questionnaire soumis à mes collègues englobait d'autres notions, y compris dans le domaine de la pédagogie. Or, les résultats n'ont pas été plus probants. Rien de bien étonnant lorsqu'on sait que la formation des enseignants en France est très limitée, voire inexistante en matière de pédagogie, à l'exception de l'éducation physique et sportive. Ce qui est un comble, me direz-vous. À l'IUFM, Institut universitaire de formation des maîtres, nous avons appris à construire un cours, à organiser les progressions dans les savoirs, à adapter les activités à des niveaux, mais bien peu sur la façon de transmettre ces savoirs, de gérer un groupe, de motiver une classe ou de se faire écouter. Il semblerait que la didactique prime sur la pédagogie. J'aurais pu penser avoir joué de malchance au cours de mes études, mais après un sondage auprès de mes collègues, y compris dans d'autres régions, j'ai constaté que c'était la tendance générale. Nous avons la possibilité de nous inscrire à des formations qui peuvent aborder ces questions, mais d'une part elles sont loin d'être obligatoires,
et d'autre part, elle propose un nombre de places très limité pour celles, transdisciplinaires, concernant la pédagogie. La formation est un droit, ne devrait-elle pas être un devoir ? Dans ce contexte, la psychologie et la communication ne sont même pas la dernière roue de la charrette. Les IUFM, qu'il fallait donc impérativement réformer, ont été supprimés, laissant momentanément la formation des futurs enseignants au hasard des compétences et des savoirs de leurs tuteurs. Depuis la rentrée de septembre 2013, les nouvelles ESP, École supérieure du professorat et de l'éducation, viennent prendre le relais. La mise en place semble encore expérimentale. Mais les choses vont-elles réellement changer ? Voici ce qu'en disent les stagiaires. Actuellement, notre formation est plutôt essentiellement axée sur les contenus des cours que l'on doit assurer au collège et la préparation de l'oral que nous allons passer. Les stagiaires actuels ont eu l'écrit et passent l'oral en parallèle de leur année de stage. Je n'ai pas vraiment vu de différence avec l'année passée. J'ai cours exactement dans la même salle avec les mêmes profs. Cependant, nous faisons la transition IUFM-SP. Dans les prochaines années, ce sera sûrement différent. Les cours sur la manière de gérer une classe sont pratiquement inexistants. On s'en plaint et les profs nous disent qu'ils ont conscience que ce n'est pas ce que nous attendons. Et en même temps, lorsqu'on nous demande comment on peut faire pour avoir de l'autorité, on nous dit que ça ne s'apprend pas. Si on veut des conseils sur ce plan, on voit cela avec notre tuteur. Julie G, stagiaire en français. Ainsi, la capacité à se faire respecter, à se faire écouter et à pouvoir gérer des groupes serait innée. Personnellement, je me demande une chose. Pourquoi ces moyens utilisés depuis bien longtemps dans le monde de l'entreprise, par exemple, ne sont-ils pas enseignés dans notre formation ? Ainsi vous-même, que savez-vous des techniques de leadership, de la PNL, de l'analyse transactionnelle, de la communication non violente, des méthodes en neuropédagogie, ou du fonctionnement de la psychologie humaine sur un plan plus large ? Je vis chaque jour sur le terrain pour constater à quel point les avancées dans ces domaines sont ignorées par la majorité. Certains, par expérience, auront pu acquérir quelques-unes de ces connaissances, comme je l'ai fait moi-même, à force de tâtonnement ou par nécessité, pour ceux qui auraient évolué dans un contexte plutôt hostile où il n'est pas possible d'être médiocre si l'on veut faire face. Cependant, les liens entre ces acquis personnels et le savoir immense issu des avancées de la psychologie et de la communication ne se fait pas nécessairement, et ce savoir reste très intuitif pour la plupart. De plus, ce qui peut sembler évident pour un enseignant qui a à son actif des années de pratique ne l'est pas pour celui qui débute. Ainsi, l'utilisation de tous ces outils provenant de domaines aussi divers que le marketing ou la psychothérapie par exemple, et exploitée au sein d'une classe peut apparaître comme une approche relativement nouvelle. J'espère que cet ouvrage sera utile non seulement à ceux qui débutent en tant qu'enseignants ou formateurs, ou à ceux qui souhaiteraient simplement modestement transmettre, mais aussi aux enseignants les plus aguerris.